Bonjour à tous, bienvenue dans ce samedi politique spécial municipal. C'est un nouveau rendez-vous dans la campagne, une fois par mois, 1 heure d'émission pour décrypter les enjeux de ces élections. Et notre première invitée ce matin, c'est la présidente du Front National, Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Alors Marine Le Pen, vous ne vous présentez pas en Ile-de-France, mais vous aurez soutenir vos candidats dans la région et ils en ont besoin, car c'est en Ile-de-France que le FN fait ses moins bons scores. Est-ce que ça peut changer à l'occasion de ces élections municipales? On verra ça tout à l'heure. Et puis tout à l'heure aussi, on s'arrêtera avec Patrick Ferrand sur un thème que nous avons choisi d'approfondir, un thème d'actualité puisqu'il s'agit de la laïcité. Encore une précision avant de lancer notre entretien. Les téléspectateurs vont pouvoir réagir, participer à cette émission via les réseaux sociaux et notamment via Twitter avec le hashtag SamediPaul. On attend vos commentaires, vos questions à Marine Le Pen. Marine Le Pen, justement, pour la première fois, hier, le baromètre TNS Sofres pour le Figaro Magazine vous place en 3e position des personnalités que les Français souhaitent voir jouer un rôle important dans les mois à venir. C'est long à dire. Vous avez souvent critiqué les sondages. Celui-là, il doit vous plaire. Non mais j'ai critiqué les sondages quand manifestement ils se trompaient et à chaque fois j'ai eu raison d'ailleurs. Le problème des sondages, c'est qu'il faut les analyser sur la durée, pas sur l'image immédiate qu'ils représentent à un jour donné. Ce que démontrent les différentes études d'opinion regardées dans leur globalité, c'est que le Front National est dans une très grande dynamique partout sur le territoire national et que très probablement, effectivement, il s'apprête à être la surprise à nouveau des futures municipales et des futures européennes. Non, moi il y a une subtilité de sondeur, parce que la question posée, c'est pas est-ce que vous allez voter pour Marine Le Pen, mais est-ce que vous souhaitez qu'elle ait un avenir? C'est pas pareil. Et quand vous voyez que vous êtes à la 3e place à égalité avec Christine Lagarde, qui est très loin de la politique française, ça relativise pas un peu cette enquête d'opinion? Justement, c'est parce qu'elle est très loin qu'elle est très haut, elle. C'est autre chose. Non, vous avez raison, même si pour le Front National, ce qu'on appelle ces cotes de popularité se révèlent assez proches, bien souvent, des cotes d'adhésion et des cotes de vote. Donc c'est quand même un élément qui est un élément dont il faut tenir compte. Alors, mercredi, Marine Le Pen, vous avez annoncé que vous alliez poursuivre en justice éventuellement ceux qui disent que le FN est d'extrême droite. Le député socialiste de Paris, Jean-Christophe Cambadélis, a dit qu'il fallait le proclamer partout. Il a été repris largement sur Internet. Combien vous avez déposé de plaintes? Mais madame, je n'ai jamais dit ça. Voilà, c'est tout simple. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'allais saisir les tribunaux pour faire admettre que le terme d'extrême droite est un terme injurieux, c'est un terme péjoratif. Ça ne veut pas dire que je vais faire 15 procès, il suffit d'un. Et notamment, peut-être je vais choisir une agence d'État, c'est-à-dire celle qui est financée par l'argent des contribuables et dont je pense qu'elle a une obligation supérieure d'impartialité dans la présentation des différents mouvements politiques. Donc on voit que c'est plutôt de la com, c'est pour pas faire fuir les électeurs, mais qu'est-ce qui vous gêne? C'est le mot extrême ou le mot droite? Non, mais monsieur, c'est pas un problème de com. C'est un problème que nous sommes traités de manière péjorative. Nous sommes le Front National, nous ne sommes pas l'extrême droite. Et dans la nomenclature, droite, péjoratif, droite. Dans la nomenclature du ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, il y a PS, PC, UMP, Modem, Front National et extrême droite. Oui, sont deux choses différentes. différentes. C'est une reconnaissance de votre statut de parti important et non pas un positionnement idéologique et de dénomination du parti. Le but, en réalité, c'est de criminaliser par cette étiquette infamante toute velléité de résistance au système, à la pensée unique, au mondialisme, au multiculturalisme. Et M. Cambadélis me rend service dans le procès que j'entends intenter, puisqu'il dit bien, lui, par son action, cette volonté d'ériger un mur et de mener un combat politique en utilisant cette étiquette d'extrême droite, il démontre bien que c'est donc une guerre sémantique et qu'il s'agit bien là d'une arme politique qui est utilisée contre le Front National. Il a le droit, il est un adversaire politique. À la limite, des journaux qui sont des journaux engagés ont le droit. La vraie question, c'est que tous les journalistes qui utiliseront cette étiquette admettront par là même qu'ils font eux-mêmes une guerre politique au Front National. Marine Le Pen, une question très concrète. Via Twitter, Yann nous demande si vous refusez la classification d'extrême droite, pouvez-vous nous indiquer où il faut classer votre parti? Nous sommes un parti patriote et ça veut tout dire et ça nous différencie déjà très largement de tous les autres car nous sommes un parti qui considérons que la nation est la structure la plus performante pour assurer la sécurité, la prospérité, défendre l'identité du peuple français, quand tous les autres partis politiques considèrent que la nation est une structure
dépassé. Quand tous, ils plaident pour la dilution des frontières. Tous chantent la Marseillaise à leur fin de meeting. Non, mais tous, quand même, revendiquent aussi la nation. Pas la même que vous, mais revendiquent la défense de la nation. Ils considèrent que la nation doit se diluer dans un organisme supranational qui s'appelle d'ailleurs l'Union européenne, quand ça n'est pas dans une structure mondiale, et que par conséquent, ce qui fait la souveraineté du peuple français doit être transféré. Ils l'ont d'ailleurs fait, notamment au moyen du traité de Lisbonne, en rompant avec la volonté des Français. Ils ont transféré notre souveraineté territoriale, notre souveraineté législative, notre souveraineté monétaire, notre souveraineté, dernièrement, budgétaire. Ça, c'est une vraie différence entre eux et nous. Alors, on va maintenant entrer dans ce qui nous intéresse ici, l'Île-de-France. On l'a dit, hein, vous n'êtes pas candidate dans la région assez municipale, pas cette fois-ci, mais en Île-de-France, on connaît bien votre famille, la famille Le Pen, votre père, vous, votre nièce. Vous avez fait campagne ici par le passé, avec plus ou moins de succès. On regarde. Petite devinette, quel est le point commun entre Marine, Marion et Jean-Marie Le Pen, à part bien sûr le nom de famille? Tous ont commencé leur carrière politique en Île-de-France avant d'aller trouver ailleurs un ancrage électoral plus solide. Je suis candidat dans le 20e arrondissement et on peut dire plus largement encore candidat à Paris. On l'a oublié, mais dans les années 80, Jean-Marie Le Pen était conseiller municipal dans le 20e. Vous voyez que M. Chirac était là, non? On m'a trompé. Un retour aux sources pour celui qui fut élu député de Paris en 1956. Parallèlement, il est également conseiller régional d'Île-de-France. Mais dans les années 90, il va s'exiler dans le sud, terre plus favorable électoralement. C'est Marine Le Pen qui reprend le flambeau dans la capitale. En 1993, elle est candidate aux élections législatives dans le 17e. Elle est âgée de 24 ans et réalise 11% des voix. Alors je pensais faire un tract comme ça avec photo du candidat. Donc Marine Le Pen, votre candidate sur la 16e circonscription. Après un premier passage dans le Nord, elle revient 10 ans plus tard en Île-de-France. Elle préside le groupe FN au Conseil régional en 2004. Mon Dieu, c'est une bonne nouvelle. J'attends de voir quand même. Et c'est tout vu. En 2008, elle repart à Hénin-Beaumont. Y faire de bons scores, c'est assurer son autorité sur le parti. Bonjour. Au tour de Marion Maréchal Le Pen de prendre le témoin. En 2010, aux élections régionales, elle est numéro 2 sur la liste des Yvelines. Si ça peut servir pour donner une visibilité à la campagne qu'on n'a pas, à la limite, pourquoi pas. Mais le FN ne franchit pas la barre du premier tour, il n'a plus d'élus au conseil régional. Et c'est dans le Vaucluse que Marion Le Pen ira se faire élire députée. 3 preuves que l'Île-de-France n'est pas la terre la plus favorable électoralement pour Marine Le Pen. Mais à l'occasion de ces municipales, le FN veut passer à la vitesse supérieure et espère être flashé à plus de 10% dans un maximum de villes de la région. Alors Marine Le Pen, en 2006, dans votre autobiographie, vous écriviez « L'Île-de-France est devenue une véritable terre de mission ». Vous concédiez y avoir fait des résultats un peu décevants. 10 ans après, le constat est-il toujours le même? L'Île-de-France est-elle toujours une terre de mission? Impossible. Pas du tout. Je crois au contraire que c'est peut-être en Île-de-France que nous enregistrerons les poussées les plus significatives lors des prochaines élections. C'est mathématique, parce que vous partez d'un score très faible. Non, mais c'est surtout qu'il y a une très grande dynamique, quoi. Il y a un basculement, on le sent, électoral. Il y a une prise de conscience des Français et des Franciliens qui n'ont plus rien à attendre de mouvements politiques qui se partagent le pouvoir en Île-de-France depuis maintenant des décennies et qui n'ont manifestement pas été capables d'apporter les réponses attendues. On aura 95 pour l'instant, hein, nous avons 95 ou 96 candidats investis en Île-de-France. Nous aurons probablement énormément de conseillers municipaux, hein, parce qu'il y a dans 67 des villes sur 95, plus de 10% aux élections présidentielles et peut-être quelques municipalités. Alors on va rappeler quand même, Daïk, hein, pour mémoire, les scores que le score que vous aviez réalisé à la dernière présidentielle, score historique 17,9% au niveau national. En Île-de-France, vous étiez quasiment 6 points en dessous, 6,2 seulement à Paris. Alors avec de gros écarts géographiques, ça on va en reparler dans un instant. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous permet de penser qu'il va y avoir une vraie percée ?
Quels arguments vous allez développer envers l'électorat francilien? Oui, mais vous savez, je ne vais pas développer d'arguments autres que ceux que nous développons en toutes circonstances. Ce sont les franciliens qui sont en train de se rendre compte que nous avons eu raison, d'abord raison sur le diagnostic, ce qui est quand même la première marche pour soigner la maladie, vous voyez, car quand vous ne posez pas le bon diagnostic, vous êtes incapable d'y répondre. Et puis les seuls aussi à avoir le courage de pouvoir demain appliquer nos idées et respecter les promesses qui sont faites. Le problème, si vous voulez, c'est que pendant longtemps, une partie des franciliens ont pensé que peut-être ils faisaient partie de la catégorie des gagnants de la mondialisation. Et ils sont en train de se rendre compte, et ça opère des revirements, qu'en réalité, ils sont eux aussi les victimes de la mondialisation. Et ça les fait basculer, si vous voulez, vers les seuls qui sont capables d'apporter des réponses pour réguler justement cette mondialisation. Mais là, vous évoquez un contexte national, et c'est vrai que plus on va se rapprocher des élections, plus les enjeux locaux vont prendre de l'importance, et du coup, l'importance du candidat que vous présentez. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, Marine Le Pen, je l'aime bien, mais c'est qui ce candidat-là? Est-ce qu'il est sérieux? Je ne le connais pas. Est-ce que je peux lui confier les clés de ma mairie? Concernant Paris, je ne sais pas s'ils ne connaissent pas, mais nous on le connaît très bien. Au-delà de Paris, dans les 95 communes que vous allez présenter. Oui, vous avez raison. C'est des candidats béton ou c'est comme au cantonal, des candidats... Excusez-moi, c'est quoi un candidat béton? C'est un candidat en qui on peut voter avec confiance en se disant il est sérieux, il sera compétent, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas au cantonal en 2011. Alors oui, ce sont des candidats béton, car ce qui n'est pas béton, ce sont ceux qui encore une fois, qui ont été au pouvoir, qui ont été aux responsabilités et qui n'ont pas apporté de réponse, qui ont démontré en quelque sorte leur incapacité, leur incompétence. Vous les sortez d'où, vos candidats? Mais monsieur, ce sont des Français. Je vous rappelle que nous ne vivons pas... Non, mais je rappelle quand même, parce que de temps en temps, je finis par me poser la question de savoir si on n'a pas perdu ça de vue. Nous ne sommes pas dans une oligarchie. Nous sommes dans une démocratie. La politique, c'est l'affaire des Français, de tous les Français. Pas que des élites, pas que d'une caste. C'est l'affaire de tous les Français. Donc il y aura des candidats qui seront des candidats qui sont des classes populaires, qui sont des classes moyennes. Il y aura des mères de famille, il y aura des chômeurs, il y aura des ouvriers, il y aura des boulangers, il y aura des professions libérales. Il y aura ce qui représente, si vous voulez, la réalité de la France. Marine Le Pen, la politique, c'est quand même un métier très particulier. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y a eu au siège à Nanterre, qu'il y a eu à l'université d'été à Marseille, des ateliers justement pour éviter que ces candidats éventuellement retombent dans certaines erreurs, pour leur donner un bagage pour aborder ces élections? C'est le bagage juridique auquel nous les formons, car c'est devenu, c'est vrai, de plus en plus complexe, ne serait-ce que dans la constitution d'une liste, dans le dépôt des comptes de campagne, dans toutes ces procédures. Mais vous avez investi sur ces municipales plus que par le passé? Oui, bien sûr, nous avons investi plus que par le passé aussi parce qu'aujourd'hui, nous en avons les moyens. Donc nous avons formé nos candidats au fonctionnement de la gestion municipale. Vous avez raison, nous allons éviter quelques erreurs qui ont pu être faites par le passé. Heureusement, nous tirons les leçons éventuellement des erreurs que nous commettons. Ce n'est pas toujours le cas en politique, vous l'admettrez. Par exemple, nous ne voulons pas faire ce qui a été fait dans les années 90, c'est-à-dire faire de ces municipalités des vitrines de la politique nationale. La politique nationale, c'est une chose, la politique municipale, c'en est une autre. En même temps, tout à l'heure, vous venez de nous dire que les candidats déclineront ce que vous dites au niveau national. Mais évidemment, on ne va pas faire l'inverse dans les municipalités de ce qu'on prône au niveau national. Là, vous venez de dire que ce ne sera pas un... Non, ce que je dis, monsieur, c'est que, par exemple, l'erreur qui a été commise à Vitrolles dans les années 90, qui a consisté à faire contre la loi, c'est-à-dire de manière illégale, la mise en place de la priorité nationale aux aides sociales, nous ne pourrons pas le faire et nous ne referons pas cette même erreur. Pour les logements sociaux. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque nous luttons contre l'insécurité, nous pouvons agir au niveau des municipalités. Lorsque nous luttons contre le communautarisme, qui est un cancer de la société, nous le ferons dans les municipalités. Lorsque nous tenterons de récupérer la maîtrise du foncier dans les municipalités, parce que le foncier, c'est la démocratie. Et aujourd'hui, le foncier est en train d'être transféré, notamment aux communautés d'agglo-communautés. Surtout en Ile-de-France, puisque ça a été voté hier au Sénat avec la métropole de Paris qui aura pouvoir sur les permis de construire. Exactement. Donc, il doit, pour vous garder le pouvoir. Je trouve que c'est un véritable scandale, car c'est profondément antidémocratique. Ça veut dire qu'on dit aux habitants des communes, vous pouvez élire un maire, mais on lui retire ce qui fait l'organisation de la cité, c'est-à-dire le pouvoir sur le foncier. C'est un véritable drame et ça démontre que, à l'insu ou contre le gré, vous savez, c'est la définition du viol en droit pénal, à l'insu ou contre le gré, eh bien, à l'insu de la population, on est en train de leur voler leur pouvoir de décision. Alors, Marine Le Pen, un rappel, toujours pour remettre les choses dans le contexte, au municipal de 2008, vous aviez obtenu 3 conseillers municipaux dans la région, on va le voir, 2 dans le Val-de-Marne, à Villeneuve-Saint-Georges et l'Aille-les-Roses, 1 dans le Val d'Oise, à Taverny. Gagner une ville,
Ça vous paraît faisable aujourd'hui ou ça se jouera plus en termes de nombre de conseillers municipaux? Non, gagner une ville, c'est parfaitement faisable, d'autant qu'on va se retrouver dans beaucoup de circonstances en triangulaire ou même peut-être en quadrangulaire. C'est d'ailleurs la règle du jeu au municipal. Oui. Or, il ne s'agit pas de gagner l'élection, il faut être bien placé. Oui. C'est un peu comme un Grand Prix de Formule 1, être dans les ça. premières lignes Si on se réfère dans les années 90, les villes qui ont été gagnées par le Front National l'ont été, je crois, entre 32 et 37%. Bon. Mais ça sert à quoi d'avoir 3 élus dans une ville qui ne pourront pas infléchir la politique, qui serviront à quoi? Ils diront c'est pas bien, qu'est-ce que... Alors là, vous remettez là encore en cause le processus démocratique en lui-même. Ça voudrait dire que quand on a gagné, il n'y a plus d'opposition. Je parle de pragmatisme. Il faudrait supprimer l'opposition. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. D'abord, c'est fondamental parce que ça permet d'informer les habitants de ce qui se trame dans le conseil municipal. Parce que bien souvent, ils ne sont pas informés des décisions qui sont prises et on leur cache un certain nombre de choses. C'est comme ça qu'on a découvert d'ailleurs un très grand nombre de municipalités avaient enregistré des empreintes toxiques. Ça, ce sont bien souvent les conseillers municipaux d'opposition qui ont mis le doigt sur cette difficulté. Et c'est fondamental parce que ça permet d'apporter la preuve aux Français, y compris dans l'opposition, que nous maîtrisons parfaitement les sujets, que nous maîtrisons les dossiers, que nous sommes capables d'apporter des solutions. C'est le travail de conseiller municipal d'opposition performant à Hénin-Beaumont qui nous permettra, par exemple, demain, de gagner la ville. Alors, j'ai un tweet qui éventuellement peut venir compléter ce qu'on vient de dire. Alors, Pirate 1759. Marine Le Pen, certes, au municipal, vous aurez des élus, mais c'est aux européennes que vous allez gagner le plus de députés, de représentants, on va traduire. Je crois que nous aurons des municipalités que nous gagnerons. Nous aurons des centaines de conseillers municipaux, ça c'est une certitude. Et c'est un tremplin pour les européennes. Je sais pas. Ou vous séparez les deux élections? Non, je crois que ce sont 2 élections qui sont en même temps pas de la même nature, mais transversales dans les thématiques. Prenons l'affaire des Roms. Le problème des Roms est un problème majeur pour les municipalités et pour les habitants des villes. Eh bien, le problème des Roms est tout à fait directement lié avec les choix européens qui ont été faits par l'UMP et par le PS et dont les Français sont aujourd'hui victimes. Donc voilà des sujets qui touchent en même temps les élections municipales et en même temps les élections européennes. Mais je suis assez d'accord avec ce tweet. Je pense que nous allons obtenir de très bons résultats lors des élections européennes et ça va changer beaucoup de choses. Alors, ici, on l'a dit, en grande couronne, vous faites généralement de très bons scores. C'était 19-6 à la dernière présidentielle en Seine-et-Marne. Votre marge de progression aujourd'hui, elle est peut-être surtout en proche banlieue. Il y a quelques années, vos militants avaient parfois du mal à y faire campagne. Aujourd'hui, ça ne semble plus être le cas. Exemple, en Seine-Saint-Denis. Vous réfléchissez à ce que vous pourriez faire. Donner la parole à ceux qui ont le sentiment de ne plus être entendus. Voici le principal argument des militants du Front National à la recherche de nouveaux soutiens, notamment auprès des jeunes. Ça peut parler à une certaine catégorie de jeunes. Après, je pense que les jeunes, on en a besoin dans tous les partis, le FN compris. Et d'ailleurs, ceux qui disent le contraire sont forcément dans le tort pour moi. À Rosny-sous-Bois, le Front National cherche à recruter. Il manque encore des candidats pour constituer une liste au municipal. Une ville UMP dans un département fortement ancré à gauche. Mais dans certains quartiers, le parti de Marine Le Pen est accueilli favorablement et cherche à séduire un électorat bien ciblé. Les pavillons, les retraités, les gens qui se sont sentis à un moment ou à un autre pour des raisons diverses trahis. On a l'impression qu'on est, en France, le français n'est plus entendu du tout, n'est plus écouté. Notamment à Rosny, parce qu'actuellement, à Rosny, si vous êtes français d'origine ou propriétaire ou autre, vous passez complètement dans les oubliettes. C'est un parti qui, depuis l'origine, joue sur les peurs, le Front National. Donc, peur de perdre mon petit pavillon, peur de perdre tout ce que j'ai pu mettre de côté jusqu'à maintenant, peur des cités, peur de la petite délinquance et des incivilités quotidiennes. C'est surtout ce terreau que joue Marine Le Pen. Le rejet du Front National n'est plus systématique en Seine-Saint-Denis, mais ses idées heurtent toujours de nombreux habitants. Certains dénoncent une instrumentalisation de la banlieue, notamment sur les questions d'insécurité et d'immigration. Je ne crois pas au racisme. Ce que je crois, c'est qu'il y a des gens dans ce pays, quels qu'ils soient, grands, petits, jaunes, verts ou bleus, qui ne respectent pas les règles. Et les gens qui ne respectent pas les règles, il faut leur expliquer qu'il faut respecter les règles. Regardez dans quoi ils vivent les règles. Regardez dans quoi vous les faire vivre. Et ça date des années 60, c'était du provisoire. Je vais vous en citer des centaines. Il faut faire attention aux idées qu'on véhicule. Vous voyez, je suis marié avec une Algérienne, je suis français, je suis converti à l'islam. Je crois qu'on peut tous vivre et puis on n'emmerde personne, quoi.
Lors des dernières élections cantonales, certains candidats du Front National ont recueilli 20% des voix avec un fort taux d'abstention. Pour cette association, il faut mobiliser l'électorat. Dans les quartiers populaires, il faut qu'on ne se trompe pas. L'électorat qui était soi-disant acquis par la gauche ne l'est plus tant que ça. Parce qu'il y a une déception. Attention, j'alerte. Soit il y aura un taux d'abstention très fort, ou soit il y aura effectivement des gens qui auront voté et qui pourraient peut-être aller aussi du côté du Front National. Pour l'heure, le FN prévoit de présenter des listes dans 6 communes sur 40 en Seine-Saint-Denis. Alors Marine Le Pen, en 2007, on se souvient de la visite express de Jean-Marie Le Pen sur la dalle d'Argenteuil. Le discours alors était de dire que les banlieues, y compris les gens issus de l'immigration, pouvaient voter pour le FN. Ça ne s'était pas avéré dans les urnes. Pourquoi ça changerait aujourd'hui? Il y en a de plus en plus. Moi, je suis vraiment effaré de voir le nombre spectaculaire de mails que je reçois de Français d'origine étrangère qui ont les mêmes aspirations que les Français d'origine française. C'est-à-dire qu'ils veulent travailler, ils sont attachés au mode de vie de la France, aux valeurs, aux règles, et ils sont horrifiés, scandalisés par la manière dont la classe politique... Mais ça, ce sont des mails, ça ne se vérifie pas dans les urnes. Dans le sujet, on voit bien qu'il y a une opposition entre, disons, les gens qui habitent en pavillon, en banlieue, avec les gens qui habitent les cités. Il y a aussi beaucoup, encore une fois, de Français d'origine étrangère qui ont le même réflexe que beaucoup de Français d'origine française. Ils se considèrent comme oubliés de la politique. Ils considèrent qu'on est toujours au chevet des mêmes, qu'on est toujours au chevet des banlieues difficiles, qu'on est toujours au chevet de la délinquance, qu'on envoie des délinquants faire du bateau parce que les pauvres, quand même... Non, c'est ce qui se passe, je suis désolée, c'est ce qui se passe. Parce que les pauvres, quand même, il faut les éloigner pour pas qu'ils brûlent les voitures, et qu'eux, ils sont dans les pires difficultés qui soient, qu'ils n'arrivent plus à boucler leur budget, qu'ils sont là pour payer des impôts en toutes circonstances, et ils trouvent ça insupportable. Voilà, et donc, si vous voulez, il y a cette espèce d'aspiration, ces aspirations communes réunissent les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, autour d'un projet qui leur apparaît comme un projet susceptible de leur rendre un avenir et de leur rendre leur pays. Alors, ça, c'est un vrai bouleversement qu'on va pouvoir mesurer, je pense, lors des prochaines élections. Alors, aux dernières cantonales, vous avez fait dans certaines villes de Seine-Saint-Denis de très bons scores, au-dessus des 20% au premier tour souvent, 30% au second tour à Noisy-le-Grand, 32% à Sevran. Imaginons, en mars prochain, c'est un maire Front National qui est élu à Sevran, une ville qui, on le sait, est minée par le trafic de drogue. Quelles premières mesures est-ce qu'il applique ? D'abord, il va mettre en place avec la police municipale une relation extrêmement directe avec la police nationale. Car je crois que la police municipale a été détournée en réalité de son objectif premier. La police municipale, elle n'est pas là que pour mettre des contraventions, si vous voulez. Parce que sinon, effectivement, on va réussir à les faire détester de la population. Ils sont là pour être la police de renseignement de proximité. Et ce sont eux qui sont capables de savoir quelles sont les familles qui troublent l'ordre public, où se déroulent véritablement les trafics de drogue. Ils n'ont pas vocation à intervenir. Non, ils n'ont pas vocation à intervenir. Même pour vous. Ils n'ont pas vocation à intervenir, mais ils sont les relais absolument essentiels d'une police nationale qui ne peut pas tout faire, d'autant que Nicolas Sarkozy a considérablement réduit les effectifs de la police et de la gendarmerie. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Parallèlement, il y a des réflexions à avoir. Par exemple, c'est vrai qu'il semblerait que des expériences avec des brigades canines fonctionnent très bien, permettent de protéger, notamment la nuit. Un de vos candidats à Strasbourg qui a dit qu'il fallait prendre dans un chenil des gros chiens. Oui, non, mais écoutez, dans le cadre d'une conférence de presse d'1 heure et demie, il a expliqué. Mais c'est vrai que ça marche très bien. Et puis ça protège les policiers municipaux parce que ça leur permet, sans être armés, de pouvoir ne pas être victimes d'agressions et donc de pouvoir être justement la force de proximité d'une municipalité. Et puis il faut aussi regarder à arrêter de subventionner soit des associations communautaristes, soit parfois des associations ça fait partie de votre charte. On en reparlera tout à l'heure quand on abordera la laïcité. Alors, une préoccupation dans ces banlieues, c'était signalé dans le reportage, c'est le logement, évidemment. En mai dernier, vous étiez à Rozay-en-Brie, en Seine-et-Marne, pour lancer la campagne des municipales. Vous avez dit il faut reconstruire des logements de taille et d'esthétique traditionnelle. Qu'est-ce que c'est l'esthétique traditionnelle en banlieue, Marine Le Pen ? Écoutez, en banlieue, en l'occurrence, il n'y a pas obligatoirement d'esthétique traditionnelle, mais il y a quand même un patrimoine
culturelle, architecturale en France, dans un certain nombre d'endroits. Et par conséquent, eh bien, en Alsace, on va essayer de construire des choses qui esthétiquement se fondent, si vous voulez, dans la culture. Et donc en Seine-Saint-Denis, on démolit les tours et qu'est-ce qu'on met à la place? C'est ça le message? Je crois, madame, qu'en banlieue d'Île-de-France, il peut très bien y avoir des immeubles de logements sociaux. On en connaît dans certaines jolies banlieues d'Île-de-France. Mais ça, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde est d'accord en disant qu'il faut détruire les tours des années 60 et reconstruire du logement quand même de hauteur. C'est la politique de rénovation urbaine, ça, en fait. Eh bien, c'est très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans la déclaration? J'ai jamais dit que c'était scandaleux. Je vous demande. Votre message, c'est donc la politique de rénovation urbaine, c'est une bonne chose, il faut la continuer. Mais je pense qu'il faut être extrêmement dur. Alors, je vais être là, pour le coup, totalement en désaccord avec les politiques qui sont menées, extrêmement dur avec ceux qui sont dans ces logements sociaux. Car le logement social, c'est l'argent du contribuable, c'est le patrimoine des contribuables. Ceux qui dégradent, ceux qui dégradent. Voilà. Mais qui voulait expulser des logements sociaux? Ceux qui troublent l'ordre public, ceux qui sont dans des conditions d'occupation qui sont évidemment contraires au cahier des charges. Donc ceux qui ont les moyens de se payer des logements dans le privé. C'est ça que vous voulez dire? Non, pas du tout. Ceux-là ne doivent, ceux-là aussi d'ailleurs, ceux-là ne doivent plus pouvoir bénéficier de ce qui représente une solidarité, mais ce qui représente un coût très lourd pour la communauté nationale. La solidarité, ça a une contrepartie. La contrepartie de la solidarité, c'est le respect des lois et c'est le respect tout court. Et ça, objectivement, je n'ai pas le sentiment que les édiles de droite et de gauche aient bien ça intégré dans leur tête. Alors, on va maintenant s'intéresser à la situation particulière de Paris, capitale de la France, et donc avec tout ce que cela implique en termes de symboles. Au municipal de 2008, les listes frontistes y ont plafonné en moyenne à 3,17%. Mais ces dernières semaines, Daïk, on a senti les choses bouger. Alors, votre candidat Valrand Saint-Just peut-il créer la surprise? Juin 2013, dans un café du 7e. La team Le Pen pour Paris. La team Le Pen, c'est Valrand Saint-Just, candidat à la mairie de Paris. Il est l'avocat de la famille Le Pen et un haut responsable du parti. Moins connue, Charlotte Soula est la directrice de cabinet de Marine Le Pen. Elle conduira la liste FN dans le 15e. Deux proches donc, qui l'informeront presque au quotidien de la campagne parisienne. Et en ce début septembre, ils ont apporté une bonne nouvelle. Le FN est crédité de 8% au municipal dans la capitale. Une surprise, alors que depuis 20 ans, il n'existait quasiment plus dans ce type de scrutin. C'est pas un peu nouveau. Valrand Saint-Just est le troisième homme qui n'était pas attendu dans ce faux duel NKM-Hidalgo. Il l'a bousculé, il est en train de le bousculer. Pour la première fois depuis 25 ans, un candidat à la mairie de Paris est obligé de se positionner par rapport au FN, avec une difficulté pour Nathalie Kosciusko-Morizet, répéter sa position d'un vote pour la gauche en cas d'un second tour PS-FN, sans perdre l'électorat le plus à droite de son parti. Ils attendent de nous qu'on dise clairement ce qu'à titre personnel, on ferait dans telle ou telle situation improbable ou non souhaitée, mais qui peut malgré tout exister. Moi, je l'ai dit, et plus que le dire, je l'ai écrit. Voilà, je ne changerai pas. À gauche, la crainte, c'est que le FN puisse mordre sur l'électorat populaire des arrondissements de l'Est. Mais à court terme, on y voit surtout un argument contre l'UMP. J'ai plutôt le sentiment qu'en musclant son discours, Mme Kosciusko-Morizet veut d'abord essayer de séduire l'électorat du Front National. Des positionnements classiques qu'on a pu entendre lors de la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2012. Le FN en hausse à Paris, c'est sans doute le reflet d'un contexte national. Et les résultats seront lus à cette aune-là. Car au-delà d'avoir ou pas des élus, l'enjeu pour le FN est d'exister dans les grandes villes et de constituer une force militante en prévision de la présidentielle de 2017. Alors Marine Le Pen, le sujet, il faisait allusion à l'instant début septembre. Un sondage donnait le FN à 8% à Paris pour la première fois. Vous vous placiez en 3e position dans le jeu politique parisien. Comment vous expliquez cette percée alors qu'honnêtement, votre candidat est inconnu du grand public? Oui, mais il va se faire connaître. Voilà, Madame Kosciusko-Morizet était complètement inconnue du grand public il y a encore quelques années. Voilà, on se fait connaître et je pense que d'ailleurs la campagne à Paris contribuera à cela. Valrand Saint-Just est un avocat depuis de très nombreuses années. Il est le trésorier du parti.
Il est le trésorier du Front National, ce qui d'ailleurs est la démonstration de la confiance qui lui est faite. C'est quelqu'un de très rigoureux et qui, je crois, est véritablement capable d'apporter un souffle d'air frais dans une capitale qui est complètement engluée, si vous voulez, dans ce faux débat droite-gauche depuis déjà de nombreuses années. Justement, ce sondage précisait que vous aviez des chances de faire de bons scores à 2 chiffres dans les 15, 16 et 17e arrondissements, les arrondissements de droite. Donc dans ce cas-là, vous embêtez NKM. Est-ce que vous tenez votre revanche dans la mesure où vous avez appelé à la faire battre en juin dernier aux législatives à Longjumeau en appelant à voter PS pour la faire battre? Non, mais je ne suis pas du tout dans un état d'esprit de revanche à l'égard de en Nathalie juin, vous avez quand même dit il faut la faire battre. Donc ça, c'était de la revanche par rapport à ce qu'elle avait écrit. Et monsieur, je vais vous dire une chose, je ne crois pas du tout que Nathalie Kosciusko-Morizet soit une femme de droite. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été choisie à Paris, c'est parce que c'est une bobo de gauche. Bon, il en quoi, ça fait 2 bobos de gauche. Bobo de Madame Hidalgo, droit. Ouais, de centre-gauche, allez, bon, on va réussir à tomber d'accord. Bon. Donc il y a une bobo de centre-gauche et une bobo socialiste. Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs parisiens qui n'ont pas du tout envie de ces sœurs jumelles et qui ont envie d'autre chose, qui ont envie que d'autres propositions soient portées au conseil municipal, que d'autres démarches soient effectuées, que d'autres solutions soient proposées. Et c'est cela que Valéran de Saint-Just va pouvoir faire, car je crois que nous aurons des élus. Donc, vous ne donnerez pas de consigne de vote, vous ne dites rien de plus contre Nathalie Kosciusko-Morizet que contre Anne Hidalgo. J'ai presque envie de vous dire que Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a donné elle-même sa consigne de vote. Parce qu'elle appelle à voter socialiste au second tour. Voilà. Mais s'il y a un second tour entre l'UMP et le socialiste, vous appelez à voter pour qui à Paris? La situation est beaucoup plus complexe et vous le savez, compte tenu du mode de scrutin à Paris. Par conséquent, je pense que c'est pas très logique au moment où on se parle de pouvoir évoquer ce type de choix à faire qui se feront arrondissement par arrondissement. Alors, j'ai un tweet intéressant là. On me dit Hidalgo, NKM, c'est du pareil au même. Paris continuera-t-elle dans cette hypocrisie? C'est ça. C'est ça. C'est exactement cela. C'est un tweet de Françoise de France. Donc on imagine qu'elle partage vos idées. C'est exactement cela. Et d'ailleurs, on l'a vu. Oui, mais regarde. Moi, si vous voulez, j'en appelle à la lucidité des Français et des Franciliens. Qu'ils regardent, par exemple, au Conseil régional d'Île-de-France, c'est flagrant. Je veux dire, l'immense majorité des subventions, par exemple, aux associations, sont votées main dans la main entre l'UMP et le Parti socialiste. Alors que ces associations, mais j'aimerais que vous envoyiez la liste. C'est peut-être un consensus sur leur utilité dans la société. Non, c'est un consensus idéologique sur le fait qu'il faut continuer à subventionner massivement les associations communautaristes pour acheter la paix civile. C'est quoi l'association? Un nom d'association communautariste puisque Nique ta mère. Très sympathique association, Nique ta mère, très sympathique. Voilà ce genre de choses. Et croyez-moi qu'on tient en quelque sorte par clientélisme des quartiers entiers avec ce réseau associatif, et ces associations ne répondent à aucun besoin on parle de Paris, de la population 2 millions d'habitants, majoritaire. donc le clientélisme fonctionne moins sur Paris quand même. Oh, ça c'est vous qui le dites. Croyez-moi que le clientélisme est une procédure très critiquable et qui s'était là généralisée dans la vie politique française parce qu'on s'attache à répondre à des intérêts particuliers en ayant totalement oublié que le but du politique c'est de répondre à l'intérêt général. Alors, il y a un thème sur lequel à peu près tous les candidats en ce moment, comme par hasard, à 6 mois des élections, sont d'accord, c'est la fiscalité. Tout le monde dit, bon, les impôts maintenant, on va peut-être lever un peu le pied. Vous vous dites, promis, pas de hausse d'impôts, c'est écrit dans votre charte. Vous allez tailler où? Hormis les associations, on a bien compris, mais où ailleurs? Mais moi, je dis beaucoup mieux que ça, parce que ça, c'est la charte de rassemblement, c'est-à-dire ce sont les points minimums de rassemblement pour constituer une liste. Mais nous, au Front National, nous allons nous engager sur une baisse de la fiscalité. Alors, à Paris, vous commencez par quoi? Mais d'abord, je ne suis pas candidate à Paris, madame. Oui, Par conséquent, excusez-moi, mais je vais laisser le soin quand même au candidat de pouvoir développer son programme. Comment on peut baisser les impôts alors que les dotations de l'État vont diminuer, que le pays est en crise, qu'il y aura moins de rentrées, que le marché de l'immobilier à Paris va peut-être chuter, il y aura moins de droits de mutation? Oui, j'entends les élus de tous bords pleurer à la baisse de... Mais jamais ils ne font d'économie. Vous avez remarqué ça? Toujours le choix, c'est augmenter les impôts ou augmenter les impôts. Jamais tenir compte de la situation fiscale pour baisser les impôts et donc faire des économies. Des gaspillages, il y en a partout dans les municipalités.
de droite et de gauche, partout dans les conseils généraux, partout dans les conseils régionaux, des dépenses de communication inouïes, des dépenses festives, dont les Parisiens d'ailleurs bien souvent ne profitent jamais. La nuit blanche ce soir à Paris. Mais c'est pas le problème. C'est du gâchis. Non, mais la nuit blanche, à mon avis, c'est probablement l'opération qui coûte le moins cher parce que ce sont, en l'occurrence, les franciliens qui l'organisent et non pas tellement la municipalité. Les plaquettes de communication, l'immensité de ces subventions dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous dites, à part les subventions, mais c'est considérable. Ce sont des millions d'euros qui sont versés à ces différentes associations pour des raisons tout à fait électoralistes et clientélistes. Donc il y a énormément d'économies à faire, croyez-moi, et nous le démontrerons d'ailleurs dans les villes que nous gagnerons. On va peut-être parler d'un autre thème qui préoccupe au quotidien les Parisiens, les électeurs en général, c'est la sécurité. La sécurité avec, à Paris, la création à titre expérimental d'une salle de shoot. C'était le premier communiqué du candidat Valence Injuste contre cette salle de shoot. Ça va être ça le discours principal du FN à Paris, la sécurité? C'est un des sujets de préoccupation des Parisiens, mais pas seulement. Mais la salle de shoot, ça permet... Vous êtes contre ou pour cette salle de shoot dans le moment où ça permet aux gens... Ultra contre, archi contre, vous voulez donc que les gens se droguent dans la rue? Oui, devant les yeux des enfants qui sont dans l'école à côté? Oui, c'est ça. Vous ne trouvez pas que c'est mieux? Mais oui, allez, le violon, voilà, comme ça, et les gens voient... C'est pas du violon, c'est du pragmatisme. Non, justement, c'est pas du pragmatisme. Car ça a été expérimenté ailleurs, ça. Et ça a tellement pas marché qu'aujourd'hui, tous les pays qui avaient mis en œuvre des ouvertures de salles de shoot sont en train de les fermer. C'est une manière de ruiner un quartier entier. À partir du moment où vous ouvrez une salle de shoot, vous attirez autour de cette salle de shoot des drogués, avec, contrairement à ce que vous pouvez penser, des deals qui vont se faire justement dans le quartier où il y a la salle de shoot, parce que c'est le meilleur moyen de trouver le plus grand nombre de drogués au mètre carré. A précisé qu'il y aura un déploiement de policiers devant cette salle de shoot pour éviter cela. Mais oui, c'est ça. Ils iront dans la rue d'à côté pour le coup. Et d'ailleurs, les habitants ne s'y trompent pas. Ils sont tous contre cela. Alors moi, je vais vous dire, la salle de shoot, puisqu'on veut l'expérimenter, qu'on aille l'expérimenter en dessous du domicile de, pas de Madame Kosciusko-Morizet, parce que je suis pas sûr qu'elle habite Paris, mais... Elle habite au 14e. Ah ben voilà. Eh bien, sous le domicile de Madame Kosciusko-Morizet. C'est pas là où il y a les toxicomanes. Sous le domicile de Madame Hidalgo, sous le domicile de quelques ministres qui sont probablement ravis d'avoir une salle de shoot dans leur immeuble. Parce que faire subir cela... Ça, c'est de la grosse démagogie du gros populisme. Non, c'est pas de la grosse démagogie. Non, c'est pas de la grosse démagogie. Toujours renvoyer à l'argument ad hominem. Eh bien oui. Parce qu'on peut en mettre aussi. Eh bien oui, monsieur. Eh bien oui. Car moi, je les vois, ces hypocrites. Je vois très bien, si vous voulez, les maires socialistes, les socialistes qui viennent, par exemple, pleurer sur les Roms en disant « Ah, les Roms, il faut les intégrer, etc. » Et je vois bien que les maires socialistes, quand ils commencent à avoir un camp de Roms qui s'installe, ils sont les premiers à appeler la police pour faire démanteler le camp de Roms. Et moi, je ne supporte plus cette hypocrisie. Et les Français ne la supportent plus. Il y a les types au balcon qui considèrent qui donnent des leçons de morale et qui considèrent qu'il faut aider les autres, il faut être ouvert d'esprit. Sauf que quand c'est eux qui en subissent directement les conséquences, ils changent radicalement d'état d'esprit. Eh bien, moi, je considère que c'est malhonnête de leur part. Et donc, les Français doivent être entendus dans leur refus. Ils n'en veulent pas des salles de shoot. Ils n'en veulent pas, c'est eux qui décident. Ou pas? C'est ça la vraie question au fond. Alors ils décideront aux élections, justement. Voilà, alors on est presque à la moitié de cette émission Marine Le Pen. Je vous propose d'ouvrir une nouvelle séquence. Patrick Ferrand va nous rejoindre pour un focus sur un thème dont on parle beaucoup ces derniers mois, celui de la laïcité. Et c'est vrai, Patrick, que les maires sont confrontés au quotidien à ces questions. Oui, alors il faut d'abord rappeler, Marlène, la laïcité, c'est un des éléments de l'exception française. Elle nous vient de la loi de 1905 qui a séparé le politique et le religieux. Mais il faut bien dire que pendant un siècle, les débats ont surtout tourné autour de la guerre des écoles, le privé catholique contre le public. Mais depuis quelques années, la laïcité s'est infiltrée dans nos assiettes avec la viande halal, dans les assiettes de nos enfants avec les cantines scolaires, même dans nos loisirs, les piscines, maintenant les salles de sport, voire dans les services publics, notamment dans les hôpitaux. Et vous, Marine Le Pen, vous y êtes pour beaucoup, puisque vous avez repris ce thème de la laïcité. Vous en avez fait en quelque sorte un des étendards de la dédiabolisation, de ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Front National. Vous avez mis en quelque sorte la laïcité à toutes les sauces, mais vos adversaires vous reprochent en fait d'en avoir fait surtout un paravent de votre croisade, j'emploie ce mot à dessein, contre l'islam. Alors, est-ce que votre conversion à la laïcité est réelle ou est-ce que votre objectif principal, c'est la dénonciation de l'islam ?
Bon, d'abord, ce n'est pas un sujet nouveau, hein. C'est un sujet auquel je suis extrêmement attaché. Et dans mon livre à Contre-Flot que j'ai publié en 2005, il y avait un passage très important qui était consacré justement à la laïcité et à mon inquiétude de voir que le pouvoir politique semblait non seulement être dans l'incapacité de freiner cet effondrement de la laïcité, mais même l'accompagner. Effondrement par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que nous avons vécu depuis un siècle, hein, parce que la laïcité, ça a un siècle. Bon, je n'ai pas. Dans votre présentation, on a le sentiment que j'ai fabriqué artificiellement ce thème. Non, c'est-à-dire que je plaçais par rapport au Front National avant vous, dont ce n'était pas un des thèmes principaux. Oui, mais bien sûr, mais parce qu'il n'y avait pas de problème, monsieur. Moi, je suis celle qui est la porte-parole des préoccupations des Français, qui apporte des réponses à des vrais problèmes, pas à des faux problèmes. La laïcité est un problème majeur, par conséquent. Pourquoi c'est un problème majeur ? J'ai mis la laïcité au centre du débat parce que c'était une souffrance chez les Français, parce qu'ils y sont attachés et qu'ils ne supportent plus les violations. En raison d'une religion ? Oui, permettez-moi, mais là, aujourd'hui, oui, la laïcité, depuis une vingtaine d'années, recule sous la pression de groupes politico-religieux, fondamentalistes, islamiques. Oui, c'est une réalité. Moi, j'invente pas des problèmes qui n'existent pas et j'apporte pas des solutions quand il n'y a pas de problème, si vous voulez. Le problème, Patrick, on va être très concret, si vous le voulez bien. On va prendre des exemples qui ont marqué l'actualité de l'Île-de-France ces derniers mois, ces dernières semaines. Alors, votre grand coup pendant la campagne présidentielle, c'est d'avoir réussi à introduire la viande halal dans le débat politique. Donc, un maire Front National est élu en mars prochain. Quelles sont ses premières actions? Il supprime un certain nombre de repas dans les cantines scolaires. Qu'est-ce qu'il fait? Clairement, je peux vous dire qu'on rétablira la laïcité dans les cantines scolaires. Ça, c'est une certitude. Et que nous n'accepterons absolument aucune revendication communautariste qui irait à l'encontre de la laïcité, de quelque nature que ce soit. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème que j'avais évoqué, qui d'ailleurs a disparu, mais qui n'a pas été réglé, qui est le problème des abattoirs. Et notamment en Île-de-France, où l'intégralité des abattoirs d'Île-de-France sont des abattoirs halal. Ça veut dire qu'une partie... Toute la viande qui est mangée en Île-de-France n'est pas halal. Non, mais ça veut dire que toute la viande qui est abattue dans ces abattoirs, elle est halal. Et qu'on se retrouve aujourd'hui dans des magasins de la grande distribution et que, et vous et moi, mais et les Français... ça dépasse la fonction des maires. Ne savent pas s'ils mangent halal ou non. Alors, ça, c'est un scandale majeur. Est-ce que les soirées Ramadan seraient autorisées par un maire dans les salles des fêtes de la mairie, par un maire Front National? Mais monsieur, il y a des associations qui peuvent réclamer des salles pour faire des mariages, pour faire des fêtes, s'ils le veulent. Mais la mairie n'a pas à les financer. Voilà. La mairie n'a pas à financer ce type d'opération. Il peut y avoir une soirée Ramadan à la salle des fêtes de la mairie. Mais ce que l'on reproche, cher monsieur, c'est pas qu'il y ait une soirée. C'est dans une salle municipale, c'est que bien souvent la salle elle est accordée gratuitement, ce qui n'est pas le cas pour les autres associations et ça représente un financement illégal à destination d'une activité religieuse. Ça, c'est très contestable. Alors prenons un autre thème, les prières de rue, ça a été aussi une des grandes polémiques que vous avez lancées. Vous avez comparé les prières de rue à l'occupation du territoire, c'est-à-dire que vous avez renvoyé à une période, à l'occupation nazie de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps, vous n'êtes pas favorable à la construction des mosquées. Alors, les maires Front National s'opposeront à la construction des mosquées. Alors, les musulmans iront où pour prier? Monsieur, les mosquées, c'est la loi de 1905 a réglé ça il y a plus d'un siècle. J'aimerais bien qu'on s'en souvienne et qu'on la redécouvre. C'est bien qu'on la redécouvre, mais c'est quand même inquiétant de voir l'aveu que représentent quand même tous ces problèmes, qui sont quand même issus tous, il faut bien le dire, de revendications religieuses, de groupes extrémistes, devant lesquels les politiques se reculent et cèdent. Construire une mosquée, c'est pas une revendication de groupes extrémistes. Ils peuvent construire une mosquée, juste. Pas avec l'argent des contribuables, ce qui est le cas aujourd'hui, parce qu'avec les baux amphithéotiques, à 1 euro, etc. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas financer une mosquée, ils peuvent financer juste une association cultuelle, etc. C'est un détournement de la loi, donc. C'est un détournement de la loi. Est-ce qu'un maire Front National ne financerait plus la rénovation des églises, par exemple? Mais ça n'a rien à voir, monsieur. Ça n'a rien à voir, car les églises n'appartiennent pas à l'Église catholique, ils appartiennent à l'État français. Et ce, depuis la loi de 1905. Donc les églises sont considérées comme du patrimoine national. C'est tout à fait légitime, par conséquent, qu'elles soient restaurées grâce à l'argent de la communauté nationale. Donc les mosquées, s'ils veulent en construire, avec leur argent,
pas avec de l'argent de puissance étrangère, parce que c'est évidemment le Qatar et l'Arabie Saoudite, bien souvent, qui sont derrière et qui financent ce type d'édifices. Enfin, vous rendez les choses difficiles parce que souvent les fidèles sont pas très riches, donc il faut bien qu'ils soient aidés. Ils ne sont pas très riches, on en est désolé. On n'est pas obligé non plus de faire des mosquées cathédrales. Hein. Il peut y avoir des salles de prière. Vous ne renvoyez pas dans l'islam des caves. Il peut y avoir des salles de prière qui sont tout à fait correctes et qui ne soient pas des monuments grandiloquents, dont je pense d'ailleurs qu'elles ont en réalité, leur construction a en réalité un objectif en fait politique. Alors, on va passer à un autre exemple. Mi-juillet, on s'en souvient, le contrôle d'identité d'une femme entièrement voilée à Trappes avait dégénéré, avec à la clé 2 nuits d'émeute devant le commissariat. À l'époque, dans un communiqué, vous disiez « La République a le bras trop mou ». Ça veut dire que la loi de 2011 n'est pas assez appliquée, il n'y a pas assez de contrôle, pas assez d'amendes ? Non, elle n'est pas appliquée, mais de surcroît, si vous voulez, je pense qu'on est confronté dans un certain nombre de cas de véritables provocations qui sont organisées pour tenter de laisser penser qu'il y a un courant, comment on dit ça, d'islamophobie en France. Mais les policiers le disent eux-mêmes, c'est très difficile à faire appliquer sur le terrain. Il y a des incidents qui sont organisés. Est-ce que je peux quand même essayer de dire le fond de ma pensée ? Problème du voile massif, problème du halal, problème des mosquées, problème des prières de rue, problème... Tout ça, il y a quand même une cause, c'est une immigration massive. Et ça, c'est de la responsabilité. C'est l'islam qui est en cause ou des groupes islamistes ? Ça, monsieur... Est-ce que vous faites une différence ? Le fondamentalisme islamique, il n'a pas poussé dans les champs français comme le blé. Oui, en l'occurrence, par des graines portées par le vent. Il s'agissait de jeunes Français convertis, Marine Le Pen. Ça ne change rien. C'est la conséquence d'une immigration massive qui a installé le fondamentalisme islamique dans notre territoire. Fondamentalisme islamique dont sont victimes... Est-ce que tous les musulmans sont des fondamentalistes, Madame Le Pen ? Non, monsieur, pas du tout. Dont sont victimes aussi, et si je terminais ma phrase, je pourrais vous le dire, dont sont victimes aussi des musulmans français qui subissent la pression directe de ce fondamentalisme. Voilà, cette immigration massive, il faut l'arrêter. C'est le premier acte de lutte contre le fondamentalisme islamique. Arrêter l'immigration massive de l'islam qui a été organisée sous la droite et sous la gauche depuis 30 ans. Il y a un thème où on ne vous a pas entendu, c'est une directrice d'un service de la mairie de Conflans-Sainte-Honorine qui a distribué des calendriers en cadeau à ses salariés qui mentionnaient de son église protestante. La Bible. Elle était protestante. Alors vous, qu'est-ce que vous auriez fait ? Elle a payé ça avec l'argent du contribuable. Non, mais elle l'a distribué dans le cadre de son travail. Elle l'a offert à des collègues, elle a été sanctionnée, elle a été mutée parce qu'elle avait offert des calendriers. Justement, je vois que la laïcité est donc à géométrie variable et qu'elle est exprimée avec beaucoup de fermeté à l'égard de certaines religions, beaucoup moins à l'égard d'autres. Et ça, c'est un problème de nombre, j'imagine, non ? Et puis c'est un problème de violence de la réaction. Cette dame, elle n'aura pas de réaction violente. Hein. En revanche, par exemple, lorsqu'il y a des contrôles avec les burqas, il y a des réactions violentes. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de la crèche Babylou. Ça m'intéresse parce qu'elle a disparu de la circulation. Or, je vous signale que non seulement la Cour de cassation, sur exigence de directives européennes, a condamné la crèche Babylou qui avait licencié sa salariée avec le voile, mais de surcroît, la crèche Babylou a été obligée de déménager. Tellement les pressions et les violences qui étaient exercées contre ses salariés étaient fortes. Mais est-ce que vous imaginez le recul de l'état de droit que ça représente sur notre territoire ? Nous ne sommes même pas capables de faire appliquer la loi et de protéger les salariés qui ne font qu'appliquer la loi. Parce que le problème de la laïcité, on en parle dans l'espace public, mais il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est la montée incroyable des revendications religieuses dans les entreprises. Et les entreprises, elles sont abandonnées à elles-mêmes par le pouvoir politique. On leur dit débrouillez-vous avec ça et personne n'a voulu légiférer. Systématiquement le voile, parfois vous dénoncez le port de la kippa, mais jamais les croix, par exemple, les grandes croix, les signes ostensibles. Vous pouvez me dire où est-ce qu'on voit des types avec des grandes croix ? Ça arrive. Voilà. Moi, vous voyez, je fais de la politique. J'apporte des solutions à des problèmes qui existent. Ouais. J'apporte pas des solutions à des problèmes fantasmés ou qui n'existent pas. Il y a un problème, il y a une solution. Alors, merci Patrick pour ce focus sur la laïcité. On va maintenant passer à une séquence habituelle de Samedi Politique, c'est le retour sur Actu. On va regarder ensemble et commenter ce qui a fait l'actualité de cette semaine en Ile-de-France. Trop d'images, trop de sons. Que faut-il retenir, que faut-il oublier? Le samedi, c'est nettoyage du disque dur. Du bruit, de l'agitation autour des nouveaux rythmes scolaires. À Aubervilliers, la semaine d'école en 4 jours et demi fait craquer les enseignants. L'école, c'est pas un laboratoire. On est là pour travailler et que les enfants travaillent dans les meilleures conditions possibles.
Et la classe politique s'empare du débat, passe d'armes à l'Assemblée entre Copé et Payon. À Paris, la droite fait de la récup sur Internet pour recueillir les doléances des mécontents et les syndicats d'enseignants sont en ébullition. Les écoles parisiennes sont devenues une véritable cocotte minute où ni les enseignants, ni les agents, ni les élèves savent très bien ce qu'ils font et à quel moment ils doivent le faire. Bataille rangée aussi sur travail de nuit et du dimanche. Monoprix est contraint de fermer ses magasins franciliens 1 heure plus tôt en soirée. C'est bien pour eux. Ils ont une vie de famille. Stop, on arrête la plaisanterie. Entre justice qui dit stop et enseignes de bricolage qui persistent, le gouvernement a dégainé cette semaine une mission de concertation. Certains salariés, eux, en redemandent. On a des gens qui sont volontaires pour travailler ou pour ne pas travailler et on ne les force pas. Travailler son corps dans des salles de sport réservées aux femmes, banal mais suspect pour le maire du Raincy. Il veut fermer une de ces structures, problème de normes et dérives communautaristes d'après lui. On ne nous a dit à aucun moment que ce serait, je dirais, du sportivo-religieux. Des soupçons autour des biens immobiliers parisiens de Rifat El-Assad, oncle du dictateur syrien. Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur l'origine des fonds qui ont servi à acquérir nombre d'appartements de luxe. C'est pas parce qu'il ne s'est rien passé pendant des années qu'on a, d'une façon assez hypocrite, fermé les yeux sur ce patrimoine qu'il faudrait continuer dans cette logique. Une logique imparable, 3-0 pour le PSG contre le Benfica en Ligue des Champions, victoire indiscutable et seul sujet de la semaine sans polémique. Alors Marine Le Pen, le PSG qatari est victorieux pour vous aussi, c'est sans polémique. Si, tout ce qui concerne le Qatar, à mon avis, justifie... La Coupe du Monde 2022, c'était une erreur. La Coupe du Monde 2022, c'est un scandale absolu. Car on a autorisé le Qatar, probablement d'ailleurs, sur fond de corruption. Voilà. On a d'ailleurs parlé du Qatargate, alors qu'on vient d'apprendre que le Qatar fait travailler sur ses chantiers des jeunes gens dont 44 sont morts en 2 mois. Mais la FIFA a expliqué qu'elle n'avait pas à se mêler de la législation d'un pays. Bah voyons. Non mais pourquoi le football obéirait à des règles alors que les dirigeants du monde entier traitent avec le Qatar? On ne peut pas demander au football d'être plus, entre guillemets, exemplaire que les pays. Sur ça raison. Le problème de fond, et une fois de plus, c'est le comportement des responsables politiques français à l'égard du Qatar. Qatar qui est le pays financeur de tous les fondamentalismes islamiques, armés et terroristes dans le monde, et dont on apprend qu'il est en train de tenter d'acheter la France à la découpe, hein, du patrimoine, des monuments historiques, des grands hôtels, avec d'ailleurs des facilités accordées, puisque par exemple, hein, quand vous êtes qatari, vous ne payez pas d'impôt sur les plus-values. Alors le Français, lui, paye l'impôt sur les plus-values, mais le Qatari, lui, en France, il ne paye pas d'impôt sur les plus-values. Encore une fois, je pense qu'il y a derrière ça de très graves soupçons de corruption que probablement nous découvrirons d'ici quelques années, car c'est toujours avec quelques années de décalage que l'on apprend ce genre de choses. Autre thème de l'actualité, le travail le dimanche. 9 Franciliens sur 10 sont pour l'ouverture des magasins le dimanche, 76% des sympathisants FN. Et vous n'êtes pas tout à fait sur la même position. C'est toujours pareil, si vous voulez, c'est un peu comme pour les Roms, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 9 Français sur 10 qui sont pour l'ouverture des magasins le dimanche, mais il y a 8 Français sur 10 qui ne veulent pas travailler le dimanche. Bon, 56% qui ne veulent pas travailler le dimanche. Okay. Mais vous, quelle est votre position? Vous n'êtes pas favorable à l'ouverture le dimanche des magasins? Moi, je suis favorable à l'ouverture le dimanche pour les indépendants et pour les commerçants, pour les petits commerçants. Et ça, c'est déjà fait avec les commerces de bouche, qui sont ouverts jusqu'à 13h le dimanche. Bah oui, mais pourquoi pas pour le bricolage alors, puisqu'on nous dit le bricolage. Voilà, je pense que la grande distribution participe, si vous voulez, d'une idéologie ultra-libérale qui consiste à faire de nous, en toutes circonstances, des producteurs ou des consommateurs. Je suis contre cette vision-là. Mais c'est aussi un problème de pouvoir d'achat, parce que les salariés qu'on a entendus cette semaine disent moi, travailler le dimanche, ça met du beurre dans les épinards. Madame. Ça s'appelle le concept de la victime consentante en droit pénal. C'est-à-dire que les salaires sont tellement effondrés dans notre pays, le chômage est tellement important qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables d'accepter des choses qui sont inacceptables pour pouvoir gagner leur vie. Salaires. Donc c'est en amont qu'il faut régler ce problème-là. Parce que sinon, demain, eh bien, vous trouverez des étudiants ou des étudiantes qui accepteront de travailler pour 400 € par mois parce que elles trouvent que c'est mieux que rien. Eh bien, ça n'est pas, moi, ce que j'appelle le progrès. Et encore une fois, je vois bien quel est l'objectif, si vous voulez, de ces avancées de l'idéologie ultralibérale et je veux y apporter d'autres réponses que la soumission à cette idéologie.
Alors, une réponse rapide à une question qui nous arrive par les réseaux sociaux. Jean-François Bloch vous demande, vous arrivez à l'Élysée ou à Matignon, alors je sais qu'on a beaucoup parlé des municipales, mais c'est sa question. Quelles sont vos 3 premières décisions ? Mes 3 premières décisions, c'est récupérer la souveraineté française, législative, territoriale, budgétaire, monétaire. Donc ça va être très long à négocier ça au niveau européen. Non, parce que je ferai un référendum. Donc 8 mois plus tard, il y a un référendum. Donc j'aurai 8 mois pour négocier avec l'Union européenne. À l'Union européenne après, d'accepter ou de ne pas accepter. Rapidement, et aux Français de dire on sort ou on reste. La modification du code de la nationalité. C'est-à-dire que je veux mettre en place une politique dissuasive d'immigration en coupant tout ce qui m'apparaît être des pompes aspirantes de l'immigration. Et troisième point, mettre en place le patriotisme économique, celui qui va permettre aux entreprises françaises d'avoir une priorité sur le territoire national et celui qui permettra aussi aux Français à se voir proposer en priorité l'emploi, le logement social dans leur propre pays. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'avoir été ce matin notre invitée pour ce samedi politique spécial municipal. Daïk, en 2 mots, qu'est-ce qu'on retient de ces 55 minutes? On retiendra qu'il y a 96 têtes de liste qui sont investies en Ile-de-France, qui comptent quand même plus de 1000 communes. Donc ce ne sera pas dans toute l'Ile-de-France qu'il y aura des listes Front National. Ouais. Les autres partis non plus, d'ailleurs. Merci Daïk, on se retrouve dans un mois, le 9 novembre, pour un nouveau samedi politique spécial municipal. Dans un instant, c'est le journal présenté par Jean-Noël Mirande. Très bel après-midi, très bon week-end.